Bonjour chers conspirés et soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaye. Hier, j'avais promis faire un petit reportage. C'est pas un reportage, mais une petite discussion sur la comparaison des démocraties américaines et démocratie congolaise RDC. Ce sera très court, ce sera très succinct et je ne prétends pas avoir une critique ou une observation exhaustive. C'est juste comparatif et c'est très succinct. Alors, voici. Les États-Unis acquièrent leur indépendance le 14 juillet 1776 et ce pays est composé de 50 États. C'est une fédération. De 50 États, il y a 27 qui pratiquent la peine de mort et 23 ne la pratiquent pas. Le gouvernement fédéral américain, donc le gouvernement central et l'armée américaine appliquent la peine de mort. La liberté en tout ce qui est permis par la Constitution est garantie. La liberté en ce qui n'est pas prescrit par la Constitution est observée et c'est le domaine où les États, chaque État individuel peut aller légiférer à sa guise. Donc, il y a les lois fédérales et les lois étatiques de chaque État individuel. Et chaque citoyen d'un État doit observer les lois de cet État-là. Ainsi, vous pouvez voir certaines lois qui vont s'appliquer dans un État et d'autres ne les appliquent pas. Dans un État où le mariage gay est garanti, célébré et légalisé même, dans d'autres, ça ne l'est pas. Voilà. Alors, l'armée américaine n'est pas pour la défense nationale. Vous le savez, c'est pour protéger et c'est pour projeter. L'armée américaine sert à projeter et à imposer la puissance militaire américaine à l'étranger. Le Mexique, le pays qui est frontalier des États-Unis au sud et le Canada frontalier au nord, l'océan Arctique, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique font la sécurité frontalière de ce pays-là. À l'intérieur, il y a une force de défense quand même. Et cette force est appelée la garde nationale. Cette garde nationale, c'est une partie de l'armée américaine, mais qui est indépendante vraiment dans sa gestion du reste de l'armée américaine. Toutefois, ça découle aussi du patron du ministère de la Défense, donc du Pentagone. Cette garde nationale, qui est une armée locale, qu'on peut dire, fait la défense interne des frontières et peut être appelée à intervenir en cas de situation qui exige l'intervention armée au pays. N'oubliez pas que les États-Unis, c'est le seul pays peut-être, oui, et le seul pays dont les soldats ne se sont jamais battus à domicile pour défendre leur pays. C'est que normalement, ils ne savent pas ce que ça signifie défendre les frontières nationales. C'est pour ça que quand ils vont faire leur gabégie à l'extérieur, leur tuerie à l'extérieur, ils le font sans ménage, ils se prennent pour des vrais chefs de la colline ou de la montagne. Donc, ils pensent vraiment qu'ils sont une défense nationale incroyable, ils pensent qu'ils sont une armée nationale. Jusqu'à ce qu'un jour, on puisse les voir se défendre à la maison. Et ça pourrait ne pas tarder si ils continuent à faire ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays ont des armes qui peuvent atteindre les États-Unis. La plupart des pays ont les moyens de s'approcher des États-Unis pour rapprocher la mort de ce pays-là. Et un jour, ça pourrait arriver. Je ne le souhaite pas aux Américains, mais ça pourrait arriver s'ils continuent à se comporter comme ils le font. Aux États-Unis, c'est tolérance zéro pour les crimes. Toutefois,
les crimes économiques sont d'un châtiment plutôt exceptionnel et exemplaire, car le pays protège tout ce qui est richesse financière et économique comme nul autre pays au monde. Aux États-Unis, si vous commettez un crime économique comme le détournement de fonds, de fraude, je vous assure que tout va s'écrouler autour de vous à une vitesse et surtout d'une force incroyablement dévastatrice. Et c'est sans remords. On vous prend tout, on vous démolit, vous et votre famille, sans merci et sans pitié, et surtout sans remords. En fait, l'armée américaine est à vocation mercenaire. Pourquoi je dis ça? Permettez-moi, je pense que je suis sur le point de éternuer, mais ok, j'ai gagné. Tout pays qui a les moyens peut demander le service et l'usage de l'armée américaine, pourvu que ce pays-là paye la facture à l'avance et que le même pays puisse encore en payer les dividendes après l'intervention de cette armée-là. On le pensait, mais personne n'osait le dire, jusqu'à ce que Trump arrive. Quand Trump arrive au pouvoir dans sa première mandature, un jour, il parlait des pays européens. Il dit, nous devons toujours vous défendre. Et quand nous allons à l'extérieur, en guerre, nous devons tout le temps partager avec vous l'argent qui a été payé par le pays pour lequel nous sommes allés faire cette guerre-là. Oups, Trump venait de vendre la mèche. C'était vrai. Tous les pays de l'OTAN et leurs citoyens avertis le savent. Mais curieusement, et surtout ça va vous étonner, parce que je parle de peuple américain, mais ça s'applique à tous les pays occidentaux. Le peuple américain est le moins informé du monde. Sa culture générale est presque nulle. Le peuple américain ne cherche pas l'information. Ils gobent, ils prennent toute l'information de toutes ces chaînes de télévision corporatives. CNN, MSNBC, le journal comme le New York Times, comme le Washington Post, des choses comme ça. Donc, ils ne cherchent pas d'informations ailleurs. Ils ont des ordinateurs, ils ont accès à Internet sans limite. Ils ne prennent pas le temps de creuser du tout. Ça, ce n'est pas américain. Il revient du boulot, il ouvre sa chaîne de télévision qu'il aime selon le choix qu'il a. Et souvent, en ce qui est de la politique extérieure, c'est uniforme. La propagande est la même. Ils ont des méchants qu'ils ont déjà établis. Le sommet des méchants, c'est la Russie, suivi de l'Iran et de la Corée du Sud. Puis, c'est le Venezuela, suivi de Cuba. Et maintenant, un peu la Chine, mais ils n'osent pas encore aller là. Ils vont y aller bientôt, mais ils ne sont pas encore. Et parfois, ils peuvent aller graffiner de petits pays, si ce pays-là est sympathique ou ami à la Russie, comme l'Inde, et puis l'Inde va retourner vite dans les rangs, et ainsi de suite. Ce que leur armée n'est pas une armée pour la défense nationale. Elle n'a pas cette vocation. Sinon, on les entraînerait en vertu de cela. Quand ils vont à l'extérieur pour certaines opérations, comme, mettons, l'Ukraine, où ils doivent affronter les forces russes, ils utilisent le pays dans lequel ils viennent s'installer, donc les nationaux de ce pays-là,
les Ukrainiens par exemple, incluant des forces, les armées, comme les petites armées là privées, comme ce fut le Blackwater, si vous voulez, ou Executive Outcome sud-africain par exemple. Je parle de ce qui est beaucoup plus populaire et efficacement utilisé. Mais il y en a plusieurs d'autres. En Ukraine, ils ont déversé toutes ces armées privées là-bas. Mais aussi, non seulement ces armées privées, ils utilisent aussi des gens, des membres de leurs armées régulières actuelles pour certaines opérations. Parce qu'ils savent que le morceau est dur. Mais la plupart des soldats étrangers, le gros d'étrangers et de soldats étrangers vient de la Pologne, de la Roumanie, qui sont des pays viscéralement hostiles à la Russie, et les pays du Balkan, la Slovénie, le Danemark, tous ces pays-là qui sont dans le Grand Nord là-bas. Là. Alors, ces pays qui détestent la Russie avec passion envoient leurs nationaux, qui sont en train de se faire canarder incroyablement. Mais dernièrement, les pays de l'OTAN se sont décidés d'aller attaquer, assiéger une partie de la Russie qui s'appelle Kursk. Ils sont dans cette région-là, Kursk, en train de se battre contre la Russie. Les hostilités, les affrontements sont farouches et on compte des morts par centaines de deux côtés, mais les ennemis connaissent les pertes les plus colossales. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. On verra où ça va aller. Je vais arrêter là pour ce qui est des États-Unis. Ce n'est pas exhaustif. Vous avez plein de choses à ajouter là-dessus. Vous pouvez ajouter dans les commentaires et vous allez continuer. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas surtout. Alors, la RDC, notre pays, notre chère République démocratique du Congo, l'indépendance, le 30 juin 1960. C'est un pays qui n'a jamais été souverain. Les biens et les richesses publiques ne sont pas respectés par personne. Du moins, ça ne l'était pas de tous les présidents qui ont précédé Tshisekedi. C'est la toute première fois que nous avons un président qui respecte les biens et les richesses publiques. Il les utilise à bon escient, mais il travaille avec les nationaux. Ces nationaux sont corrompus jusqu'à l'os et posent les problèmes et l'empêchent ou ralentissent l'accomplissement des objectifs que le président s'était fixés. On continue. Les crimes, surtout les crimes économiques, sont très payants en RDC. Et les perpétrateurs, ceux qui commettent ces crimes, les criminels, s'en prennent même à la justice qui reste monnayable elle aussi. Donc, ils vont corrompre les juges, les policiers, les enquêteurs, tout le monde. Ils donnent l'argent et ils les menacent. Alors ceux-là se taisent et font ce que les criminels demandent. C'est un pays sans constitution qui garantit la souveraineté nationale. Même la constitution de Mobutu ne garantissait pas la souveraineté nationale parce qu'elle n'était pas appliquée. Mobutu ayant eu la chance d'être un dictateur au moment où il y avait les deux blocs capitalistes chapeautés par les États-Unis, socialistes chapeautés par l'URSS, les deux s'affrontaient et
aucun d'entre eux ne voulait laisser l'Afrique aux mains de l'autre. Et ils s'affrontaient sur le continent africain. En ce moment-là, Mobutu, qui était à la solde des États-Unis, était investi de certains pouvoirs. Et tous les autres pays en Afrique lui étaient assujettis pour la cause. Et avec ça, on n'avait pas vraiment de troubles. Et quand il y en avait un peu, tous ces pays-là du bloc occidental intervenaient pour aider Mobutu à mater des petites rébellions et que ça s'écrasait. Mais on devait tout le temps amplifier ça au niveau national pour rendre Mobutu, faire de lui un héros, un vaillant combattant, jusqu'à aller jusqu'au maréchalat. Vous comprenez l'affaire? C'était pompeusement raconté. Mais l'armée était comme ça. C'est la toute première fois que nous avons une armée digne de se battre. Parce qu'elle est seule, elle est délaissée, elle est infiltrée, elle est fragilisée, mais les quelques éléments loyaux, aimant la République, se battent avec hargne. C'est la toute première fois, cette armée que Tshisekedi est en train de monter. C'est celle-là seulement. Celle de Mobutu était bidon. Vous allez me dire, les phases ont été à tel endroit. Oui, ils ont été à Benghazi pour combattre les Libyens. Mais ils n'étaient pas seuls. Les Marocains étaient là et tant d'autres. Et tout était donné par les Américains, les Français, tout le monde était là pour défaire le bloc soviétique. Donc nos soldats là n'ont pas été là pour faire des miracles. Non, 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 non. Il faut qu'on se dise la vérité là. Mais quand c'est revenu, il n'y avait qu'un seul narratif qu'on ne pouvait pas contredire. On n'en avait pas les moyens et on ne pouvait même pas contredire ça. Et ainsi on a eu ce mythe de l'armée par Mobutu. Il y a eu une rébellion de la guerre de 80 jours. Pendant ces 80 jours, le soldat zaïrois n'affrontait pas l'ennemi chaque jour, non. Il arrivait d'avoir des accrochages. Mais tous les autres pays qui étaient sous le joug français ou britannique ou américain, tout le monde était là pour aider. À l'occurrence, les Marocains. Et ces forces rebelles qui n'étaient pas vraiment très motivées à ce qu'elles faisaient, battaient en retraite, et ça finissait 80 jours après. Et on a eu la guerre de Moba 1 et 2, on a eu la guerre de 6 jours, vraiment c'est du bidon. On nous racontait, il y avait une version qu'on devait nous avaler, mais c'était des escarmouches, moi je peux ainsi le dire. Ce n'était pas comme ce que subit la RDC sous Félix-Antoine Tshisekedi. Sous Félix-Antoine Tshisekedi, tous les pays africains, ou presque tous, sont impliqués dans l'évasion de notre pays, directement ou indirectement, matériellement ou financièrement. Le pays a été mis dans cet état-là afin que le Rwanda puisse tout annexer comme il veut et que le restant de ça soit quasiment insignifiant et le Rwanda puisse s'imposer comme il veut. C'est tout. Et pas seulement le Rwanda, mais les autres pays frontaliers. C'est pour ça que vous allez voir, nous avons des problèmes à l'ouest, dans Kwamut, nous avons des problèmes vers l'Équateur, nous avons des problèmes à Kisangani, nous avons... Partout, sur toutes nos frontières, il y a des problèmes quelque part. Et nous devons dispatcher des soldats par-ci par-là. Mais comme nous n'avons pas l'effectif qu'il faut, nous n'avons pas 500 000 soldats.
Nous n'avons pas 600 000. Et ça nous prendrait peut-être 1 million de soldats formés, équipés, motivés et surtout avec le brin patriotique qui part de l'orteil jusqu'aux cheveux. Parce que nous avons là... Je continue à énumérer les choses. Le pays est sans constitution qui garantit la souveraineté nationale, je le disais, vous le savez, c'est une constitution ajetée à la poubelle et la remplacée, mais Kamere n'est pas pressé à le faire, Sama Lukonde non plus. La raison, c'est qu'ils ne veulent pas faire ce qui serait contraire au plan tracé par les Occidentaux. Je les accuse de ça. Car moi, si j'étais là, à la place de Kamere, le premier jour que je suis arrivé, la première séance de l'Assemblée nationale, je demande à un député de lever la motion. Et on change cette constitution. J'allais demander même avant au professeur Mbata et les autres, professeur Mbata, pas Mbata, Mbata et les autres qui sont là, d'avoir une constitution prête. Premier jour, tout le monde, parce que les députés représentent la population. Si la motion est adoptée là-bas et que la décision est prise de changer la constitution, il n'y a plus de référendum. Quel est le référendum? Aller s'adresser au peuple représenté dans le palais du peuple. Si les représentants acceptent ça, c'est fait. Mais Kamere n'est pas pressé, vous savez. Il fait ça. Sama Lukonde fait ça. Voilà. C'est cela. L'armée est un fourre-tout d'étrangers et des nationaux sans patriotisme du tout, qui n'hésitent pas de vendre le pays aux ennemis. La peine de mort n'est pas appliquée. Nous continuons. Les criminels et les traîtres n'ont pas peur de la loi. Et pourquoi ils auraient peur de la loi, qui ne s'applique à personne? La peine de mort qui est dans la Constitution n'est pas en vigueur. Le président l'a dit, nous a confirmé ça, que malgré tout ce qu'on entend, oh les traîtres par-ci, les traîtres par-là, les soldats qui se font tuer à cause des traîtres, tout ça, on arrête des gens, car c'est une... Non, il n'y a personne qui a été exécuté. Et même peut-être que personne n'est en train de croupir dans les tôles pour trahison. Peut-être qu'il n'y a personne. Il a dit, le président l'a dit lui-même, les criminels sont en train de se promener dans les rues avec des machettes, coupent, ils blessent, ils tuent, ils volent, ils font tout. Ce n'est pas le travail du président, c'est le travail des services spécialisés pour le faire. Ils ne le font pas, ou ils pataugent, tout ça. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui va prendre l'arme et venir dans la rue pour aller arrêter, mettre les menottes. Il a des collaborateurs et chaque citoyen qui détient une petite portion de pouvoir est un collaborateur du président, mais qui choisit de poignarder le président et le peuple dans le dos. Et ce qui est curieux, c'est de voir que les dirigeants cherchent d'abord à plaire à la communauté occidentale au lieu de faire de leur peuple la priorité. Là, le président lui-même a sa petite part dans ça. Parce qu'à chaque fois, on doit chercher à se justifier auprès des Occidentaux. On voit le président à chaque fois expliquer les choses aux Occidentaux. Presque tous ces interviews avec les chaînes étrangères,
On ne voit pas les chaînes locales aller lui faire des interviews, lui poser des questions. À un moment, il avait fait quelque chose de beau, une seule fois, et ça a disparu. Vous vous rappelez l'interview avec Madame Salama, Tina Salama, qui pose des questions au président, le président répond. C'est comme ça qu'on s'adresse à son peuple, non? C'est comme ça qu'on explique des choses. Mais le président ne l'a fait qu'une seule fois et ça a disparu. Qui a dit que c'était une mauvaise chose? Regardez, même quand il s'explique auprès des étrangers, ça a quand même un impact positif auprès de la population. Imaginez-vous, s'il pouvait, de temps en temps, recevoir, je ne sais pas, Justin Koussema, non, Oscar Koussema, c'est ça? L'homme là euh, de la RTNC. C'est Koussema, monsieur Koussema. Hein, il vient, il pose des questions. Le président répond à ces questions-là, hein, et ainsi de suite. Que les questions aient été préparées à l'avance, à mieux d'ailleurs, pour que le président puisse avoir les arguments prêts. Et il ne faut pas qu'il patauge quand on lui pose la question, parce qu'il ne peut pas être au courant de tout et de chaque détail de ce qui se passe dans le pays. Même Vladimir Poutine qui peut tenir 3 heures, 4 heures de temps à répondre aux questions, ne vous en faites pas. Peut-être quand il commente, il va dans les détails de tout ce qu'il sait, mais il ne peut pas connaître tout ce qu'il dit là, comme si c'est lui qui gérait chaque ministère et chaque département. Quelquefois, nous émettons des raisonnements. Nous disons, pourquoi ne pas avoir des écoles de pensée chez nous? Pourquoi ne pas avoir des comment on dit, pas des écoles de pensée, mais comme des courants de pensée chez nous. Je ne sais pas comment le dire en français. Permettez-moi de le dire en anglais. Le think tank, comme on appelle dans le jargon occidental, et surtout c'est très, ça prévaut beaucoup aux États-Unis. Nous pensons qu'il faut le faire. Est-ce que c'est cela qu'il faut chez nous? On dirait que oui, mais non. On n'a pas besoin de ça. Le président a des conseillers et il en a beaucoup. Ces conseillers-là devaient avoir des gens qui leur cherchent des informations dans le domaine pour lequel ils sont des conseillers, ils sont employés comme conseillers. Et quand ils viennent auprès du président, ils donnent des idées. À part ça, nous avons des ministres, beaucoup de ministres. Les États-Unis en ont combien? Laisse-moi checker. Je vais vérifier tout de suite. Secretaries. In the US cabinet. No. The cabinet includes the vice president and the heads of 15 executive departments, the secretaries and agriculture and commerce, defense ministry. Il parle de 15. 15 ministères, donc 15 ministres. Et vous pensez qu'un pays, première puissance du monde, qui a des armées partout, qui doit projeter son pouvoir partout au monde, avec 15 ministères, ces ministres-là sont des génies qui pourraient tout savoir. Non. Alors, comme ils ne peuvent pas tout savoir, d'ailleurs, ils ne sauraient rien, parce qu'ils n'auraient pas le temps pour le faire, ils vont utiliser ce groupe de pensée-là. Ces écoles de pensée, ces écoles de recherche. Alors, il y en a tellement aux États-Unis, plus
plusieurs écoles de pensée qui font ce que les ministres ne peuvent pas faire dans chaque domaine, dans chaque discipline. À la défense là-bas, juste la défense, il y en a qui étudient seulement ce qui concerne le budget de la défense. C'est tout. C'est quand le ministère de la Défense ou le secrétaire à la Défense veut préparer son budget, il s'adresse à celui-là. Rien d'autre. Il va là-bas, c'est déjà prêt. Chaque année, ils sont prêts. Ils attendent comme ça, c'est déjà prêt. Dès qu'il arrive, il fait un appel, mallette diplomatique, BM, choup, vite, au ministère de la Défense, il présente ça. C'est lui qui doit s'occuper de la, pas création, mais pas d'invention, mais la fabrication de navires de guerre ou de sous-marins d'attaque. Il y en a des gens qui n'étudient que ça. Ils ont ça chaque année et ils prévoient même des années à venir. Alors, quand on veut ça, je ne parle que du ministère de la Défense. C'est cette école-là, c'est cette structure-là, c'est ce bureau-là de pensée qui envoie ça immédiatement. On prend ça comme ça. C'est pour ça que quand il y a des erreurs aux États-Unis, il y en a des erreurs colossales. Parce que si cette école-là a donné quelque chose qui ne va pas prévaloir, qui ne va pas être bon, c'est foutu. Sont étudiés comment aller prendre le Moyen-Orient au complet et en prévoyant qu'il fallait faire sauter 7 pays. L'Irak, la Syrie, l'Iran, la Corée, la Libye, quoi d'autre? Il m'en reste 2. Donc, il devait y en avoir 7. La Syrie, quel autre pays? Quel autre pays j'ai oublié? Il m'en reste un que j'ai oublié, tant pis. Mais ceux-là qui ont étudié ça et qui ont amené à Donald Rumsfeld, quand il était avec Bush, avaient déjà prévu ça. Ils sont venus juste lui donner ça comme ça, et ça a été appliqué. Et toutes les erreurs qui se sont suivies étaient là-dedans. Ils n'avaient pas prévu quoi que ce soit. Ils détruisent l'armée ukrainienne et ils n'ont rien d'autre pour le remplacer. Ils ont maintenant des problèmes. Ils détruisent l'armée libyenne, ils n'ont rien d'autre pour la remplacer. Il y a des problèmes. Donc, toutes les erreurs qui sont commises par ce courant de pensée viennent seulement comme ça, comme chèque cash, comme ça, on prend. C'est pour ça que vous allez voir, ils n'ont que 15 ministres. Alors nous allons dire, ah voilà, avec 15 ministres, ils vont dépenser, et non, ils vont épargner sur les dépenses. Pas du tout. Toutes ces écoles de pensée consomment des sommes colossales. Ils emploient énormément de gens. Plus que ce que ferait un ministre chez nous avec ses conseillers. Donc, ce serait même mieux. Ça aurait été mieux. On dépenserait moins aux États-Unis si les ministres, il y en avait assez pour que chaque ministre puisse s'occuper de quelque chose et qu'il la fasse. Au lieu d'avoir 15 ministres pour tout cet empire-là. Donc, quand nous y allons de manière émotionnelle, nous ne pouvons pas voir ces failles-là. Et nous allons dire, mais regardez les États-Unis, il n'y a que 15 ministres. Ouais, 15 ministres, mais regardez maintenant les ramifications de chaque ministère. Et vous comprendrez que le ministre que nous voyons là, c'est la pointe de l'iceberg. Mais en bas, là-bas, là, c'est tout un château. Et l'argent va là-bas. Quand vous voyez un pays dont la défense seulement doit prendre 800 milliards chaque année, 800 milliards chaque année, la défense seulement, et vous allez me dire qu'il y a une bonne gouvernance là-bas.
Quand un pays a une dette de 38 trilliards de dollars, un trilliard, c'est ce qu'on appelle en anglais trillion. Alors, quand vous entendez l'Américain parler de trillion, vous savez que c'est trilliard en français. Alors, ils ont une dette de 38 trilliards. Et ça, on nous dit qu'on cache des choses. Ça se pourrait que ce soit même plus. Ça ne se payera jamais. Ils vont tout le temps flinguer les gens pour aller voler leurs biens. C'est tout. Sinon, c'est un pays en faillite. Je m'excuse pour ceux qui se sentiront offensés par cette vérité. C'est la vérité. Mais par contre, quand ils regardent un pays comme la Russie, qui a combien? On parle de 500 milliards de dettes ou moins? 500 milliards de dettes, je pense que c'est moins de cela. Avec toutes les richesses que la Russie a, pas de dettes presque. Donc c'est un pays, normalement, quand vous regardez le standard de vie des Russes et leur espérance de vie, on comprend pourquoi on peut dire que c'est un pays tellement riche, beaucoup plus riche que la plupart des pays occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent aller le prendre, parce que c'est un pays qui ne leur coûtera rien. Ils vont avoir des richesses comme jamais. Regarde les réserves seulement que la Russie a en devises et en or. C'est colossal. Et quand ils voient ça, ils bavent. Et les États-Unis n'ont pas ça. Alors, je voulais juste, j'ai ouvert ça, parce que même si ma comparaison de tantôt a fait comme si la RDC était sous l'eau, oui, d'accord, oui, il est sous l'eau à cause de tous ces problèmes. Mais aujourd'hui, si la RDC se relève, il n'y a pas de dette. Il n'y a rien qui va nous empêcher de nous développer. Si la dette peut être de 5 milliards, 7 milliards, c'est rien. Donc, et quand ils regardent un pays comme la RDC avec toutes ses richesses, la dette de 5 milliards, 7 milliards, ils se disent, mais ces gens jouent, hein. Ils n'ont aucune dette. Rien du tout. Donc, les enfants de nos enfants n'auront pas de dettes à rembourser après. Mais aux États-Unis, pourquoi vous pensez qu'ils amènent des gens dans leur pays tout le temps? C'est pour que ces gens-là puissent supporter cette dette. Rien d'autre. Parce qu'ils sont dans la merde. Alors, il faut, ça leur prendrait presque 3 milliards. Bon, et ils n'atteindront jamais ça. Mettons 1,5 milliard de monde aujourd'hui pour qu'ils puissent se partager cette dette et que, et même ça. Non, 38 trilliards de dettes, c'est juste trop. Quand cet empire va s'écrouler, je vous assure que tous ceux qui avaient pris la citoyenneté américaine, là, ils vont se sauver. Les États-Unis vont contrôler toute sortie pour que les gens ne sortent pas, parce qu'il y a une dette à payer. Ça va vous étonner, les gens qui ont pris la citoyenneté disent non, je pars d'ici. Hey, where you going to? Non, 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 non. C'est sauf. On sert pour que les gens ne sortent pas. Aujourd'hui, on veut que les gens viennent. Ils veulent que chaque portion du territoire soit habitée par quelqu'un afin de faire des richesses. Mais ils n'en ont pas de richesses. Quand vous vivez à crédit là et que vous payez une carte de crédit par une autre carte de crédit, vous devez 20 000 sur cette carte de crédit
Et pour payer les intérêts pour cette carte de crédit de 20 000 $, vous devez aller prendre la carte de crédit d'une autre banque pour payer les intérêts de celle-là. Vous ne vivez pas. Pour les voisins qui vous voient rouler dans les belles voitures, avec une belle maison, avec une famille dont les enfants roulent en voiture, tout ça, ils vont se dire, waouh, ils vont vous envier. Seulement parce qu'ils ne savent pas que chaque membre de cette famille-là a une dette colossale qu'elle devra passer aux autres. Parce que ici, les héritiers héritent la dette. C'est pour ça qu'il y a des héritiers qui se sauvent. Ils ne veulent pas prendre l'héritage. C'est cela. Alors n'enviez pas quelqu'un qui vous dira « je ceci, je cela aux États, je ceci, je cela ». Les gens vivent à crédit là-bas et ils ont des dettes colossales. Alors ne vous en faites pas pour ça. Vous êtes pauvre au Congo, vous n'avez rien, vous avez ce que vous avez là, de l'effort de votre sueur, soyez heureux. Ne nous regardez pas en Occident là. Même moi j'ai des dettes, mais je pense que quand je pense que je n'en ai pas. Je pense que je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Au fait, si j'en ai pas. Quand je retourne l'impôt du gouvernement à chaque année, je ne peux pas considérer ça comme une dette. Chaque citoyen retourne ça. Si on a eu un trop perçu, on doit le retourner au gouvernement. Ça, ce n'est pas une dette. Alors, je n'ai pas de dette. Donc, je peux me considérer, c'est prétentieux, mais dans les circonstances objectives d'ici, je peux me considérer comme riche parce que je ne dois rien à personne et je vis décemment. Je ne dois rien à personne et je vis décemment. Je vais chez moi, tranquille. Et ce qu'il faut, tranquille. Je ne vis pas au-delà de mes moyens. Je n'ai pas de construction par-ci et par-là. J'ai le strict minimum qui me permet de vivre sans stress. C'est cela. Mais les États-Unis sont comme ça. Mais allez! Je ne peux pas vous empêcher d'aller aux États-Unis. Je vous encourage d'y aller. Car quant à vivre sous les dettes, mais vivre pareil, allez-y quand même. Vous allez être bien. Parce que quelqu'un qui vit sous les dettes aux États-Unis ne vit pas mal par rapport à quelqu'un qui est à Kinshasa qui n'a pas de dettes mais qui n'a rien. Donc il vit de loin mieux. Et quand il vient à Kinshasa, vous voyez qu'il vient, il construit, il fait cela, il fait cela. Mais quand il retourne ici, là, je vous assure que à la fin du mois, quand il va regarder ses comptes bancaires, il n'est pas le plus heureux du monde. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, j'espère que vous allez réagir à tout ce que je viens de vous dire là avec beaucoup d'ouverture d'esprit et objectivité. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avancez vos arguments sans nécessairement m'insulter. Il ne faut pas prendre les arguments de Kagame. Kagame qui est rendu une personne à insulte parce qu'il n'a pas d'argument. Vous voyez d'abord, il n'est pas intelligent. Alors comme il n'est pas intelligent et qu'il doit quand même parler, c'est pour ça que quand il parle là, il parle à compte-goutte parce qu'il n'a pas d'argument, il n'y a rien qui coule là. Il doit chercher idée, on lui souffle ceci, il a l'écran là qu'on appelle téléprompteur, il a ça là-bas qui lui montre ce qu'il doit dire et malgré ça, il parle comme nous disons à Kehavu, au Kudagula.
Kagame Ali Adagoula. Donc, il parle, compte-gouttes, il recherche, il se répète, c'est ça. Alors, quand il n'a plus d'arguments, il insulte. Et ce jour-ci, il est en train d'insulter Fachi, mais pas à peu près. Donc, Fachi assis à Simbaki, là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est là que Fachi a touché. J'espère que, malgré tout ce que nous subissons à l'Est là-bas, nous allons prévaloir. Très vite. Ça urge. Voilà. Quoi, j'ai pensé tantôt à quelque chose qui m'échappe. C'est quoi que je voulais dire? Ok, tant pis, ça reviendra, on en parlera. Soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je suis votre frère Baya. Au revoir.